Bonjour à tous et bienvenue dans Politique Matin. Nous sommes ensemble pendant 1 heure pour vous informer sur toute l'actualité politique et parlementaire. Et pour nous accompagner ce matin, Philippe Gomez. Bonjour. Bonjour. Vous êtes député UDI, Agir et indépendant de Nouvelle-Calédonie et vous êtes aussi le chef de file de la principale formation non indépendantiste. Alors un référendum d'autodétermination sera organisé début novembre. Vous nous direz si le scrutin peut se dérouler dans le calme et sans contestation alors que le projet de loi sur l'organisation de l'accession à la souveraineté de la Nouvelle-Calédonie vient d'être examiné dans l'hémicycle. Enfin, vous nous direz si le chef de l'État doit prendre parti, prendre position ou pas. En tout cas, Manuel Valls et Christian Jacob, qui sont en charge de la mission parlementaire sur le sujet, l'ont fait, eux, de leur côté. Dans quelques instants, Ahmed Tazir nous rejoindra pour la revue de presse. Il a lu les quotidiens pour nous. À la une, de l'international. Pour le Figaro, Merkel 4, un nouveau mandat semé d'embûches. Et puis pour les Échos, Iran, Corée, Trump veut une diplomatie de choc. À 9h, Damien Abad, député de l'Ain, vice-président des Républicains, nous rejoindra. Souhaite-t-il un référendum pour réformer la Constitution? La droite peut-elle s'opposer à la réforme de la SNCF? Thierry Mariani a-t-il été mandaté par Laurent Wauquiez pour faire alliance avec le FN? Nous allons entre autres lui poser toutes ces questions. Et puis si vous aussi, vous souhaitez l'interroger ou tout simplement participer à cette émission, faites-le sur Twitter et avec le hashtag PaulMat. Mais tout de suite, ce que nous avons retenu dans l'actualité de ce mercredi 14 mars. Accord conclu à Mayotte. Au terme de 5 heures de négociation, un plan de lutte contre l'insécurité a été acté. Des mesures d'urgence vont aussi être prises. La levée des barrages doit désormais être soumise à l'approbation de la population. Le projet de loi autorisant le gouvernement à légiférer par ordonnance sur la SNCF présenté ce matin en Conseil des ministres. Il prévoit également de mettre fin au statut de cheminot. Une ligne rouge pour le secrétaire général de la CGT, Philippe Martinez, reçu hier soir à Matignon. Écoutez. Deux choses, la CGT porte un vrai projet d'utilité publique pour les citoyens de ce pays, et le gouvernement, me semble-t-il, en tout cas c'est le ressenti qu'on a, préfère choisir l'affrontement avec les salariés de la SNCF. Et les syndicats se réunissent demain pour décider d'une éventuelle grève reconductible. L'opposition choisit le référendum pour réformer la Constitution. Hier, le président du groupe communiste, André Chassaigne, a lancé l'offensive dans l'hémicycle, applaudi par la France insoumise et le FN. Le Premier ministre achève aujourd'hui ses consultations en recevant les présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat. On commence bien sûr par notre dossier du jour et par la Nouvelle-Calédonie. Le 4 novembre, les 169 000 habitants de l'île vont se prononcer sur son avenir. Ils décideront par référendum s'ils souhaitent ou non l'indépendance de cette collectivité française d'outre-mer. Ce scrutin éclairera un processus entamé il y a 30 ans. Mais quelles seraient les conséquences? Élément de réponse avec Loris Boischaud. La Nouvelle-Calédonie a une place à part dans la République. Située à plus de 16 000 km de Paris, français depuis 1853, ce territoire dispose d'un statut d'autonomie, avec un gouvernement de Nouvelle-Calédonie, une citoyenneté locale et des compétences propres comme le droit du travail ou la fiscalité par exemple. En cas de victoire du oui au référendum d'autodétermination, la Nouvelle-Calédonie passerait de l'autonomie à l'indépendance. Conséquence, le transfert des compétences régaliennes exercées par l'État, justice, police, défense, monnaie, affaires étrangères, l'accès à un statut international de pleine responsabilité, la création d'une nationalité néo-calédonienne. Mais la France et la Nouvelle-Calédonie pourraient conclure des accords de coopération. En cas de victoire du non à l'indépendance, la Nouvelle-Calédonie reste française, mais un deuxième, voire un troisième référendum pourront être organisés. Ce scrutin est décisif, l'aboutissement d'un processus de plus de 30 ans. Dans les années 80, les tensions s'intensifient entre les indépendantistes kanaks et les loyalistes d'origine européenne. Les accords de Matignon, signés en 1988, évitent l'embrasement général. Ils prévoient un référendum 10 ans plus tard. Mais en 1998, la Nouvelle-Calédonie préfère repousser l'échéance. Les accords de Nouméa reportent le scrutin à l'horizon 2018. La question précise du référendum sera connue avant l'été.
Philippe Gomez, je rappelle que vous êtes, vous, chef de file de la principale formation non indépendantiste, député UDI Agir indépendant de Nouvelle-Calédonie. Est-ce que vous pouvez nous dire si ce scrutin est décisif pour l'avenir de l'île ? Ben oui, il est décisif. Vous savez, on est le seul territoire de la République à pouvoir, le cas échéant, décider d'y rester ou décider d'en sortir. Ça s'appelle le droit à l'autodétermination. Et il se traduit, comme vous l'avez indiqué, le 4 novembre prochain par le fait que 169 000 électeurs du pays, sur 270 000 habitants, vont aller mettre un bulletin, oui ou non, à l'indépendance. Parce qu'on nous dit déjà que s'il y a un non, il y aurait un ou plusieurs autres référendums qui pourraient suivre. Oui, c'est possible, puisque l'accord de Nouméa le prévoit. C'est-à-dire que dans l'hypothèse où un non à l'indépendance est au rendez-vous le 4 novembre, un tiers des membres du Congrès de la Nouvelle-Calédonie, dans un délai de 2 ans, peuvent demander l'organisation d'un nouveau référendum. Si jamais il y a encore un non, 2 ans après, un troisième référendum serait organisé. Et si jamais le troisième référendum aboutit également à un non, l'accord de Nouméa prévoit dans une formule ésotérique, je cite, les partenaires se réunissent pour examiner la situation ainsi créée, fermez les guillemets. Donc voilà, ça acterait, ça acterait en tout cas. La Nouvelle-Calédonie resterait dans le giron de la République. Elle reste française. dans la République, mais il faudra qu'on discute entre nous, puisque comme vous l'avez vu dans le reportage qui a été présenté, l'ensemble des dispositifs politiques calédoniens se sont toujours articulés autour du consensus. C'est-à-dire qu'après une période d'événements, après un siècle et demi de colonisation, on a fini par se parler pour trouver des points d'équilibre qui permettent, avec l'État et entre forces politiques indépendantistes et non indépendantistes, de cheminer ensemble dans la paix pour la construction d'un destin commun. Ça n'empêche pas bien sûr que nous ayons des oppositions quant à l'avenir, puisque certains souhaitent qu'il s'exerce en dehors de la République. On ne va pas lire dans la boule de cristal, mais est-ce que le oui peut l'emporter selon vous ? Non, c'est strictement impossible. Bon, bien qu'il faut se méfier en matière politique maintenant, électorale en particulier. Mais parce que les Kanaks sont minoritaires ? Pour une raison d'abord, c'est que tous les scrutins ces 20 dernières années, à l'occasion de ce qu'on appelle chez nous les élections provinciales, donnent les listes non indépendantistes majoritaires avec près de 60% des voix et les listes indépendantistes avec 40% des voix. Donc ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que le vote qui s'effectue le 4 novembre, c'est le vote du peuple calédonien. Qu'est-ce que c'est le peuple calédonien ? C'est une partie intégrante du peuple français, mais ce peuple calédonien, il est composé à la base du peuple autochtone, peuple kanak de Nouvelle-Calédonie, et ensuite de toutes les communautés venues d'Europe, venues d'Asie, venues de l'Océanie, qui sont venues peupler la Nouvelle-Calédonie et la mettre en valeur. Avec un rapport de force qui leur est favorable. Avec un rapport de force aujourd'hui sur les 169 000 électeurs qui vont mettre un bulletin le 4 novembre prochain. On a 92 000 électeurs non kanak et 77 000 électeurs kanak. Donc le rapport de force est défavorable effectivement à ceux qui portent la revendication d'indépendance. Vous l'avez dit, il y a un processus de décolonisation qui a été entamé il y a à peu près 30 ans. Finalement, qu'est-ce que la Nouvelle-Calédonie aurait à y gagner aujourd'hui ? Alors le processus de décolonisation, il était nécessaire parce qu'on vivait dans un pays extrêmement divisé, où les inégalités sociales, ethniques, géographiques étaient particulièrement prononcées. Et bien évidemment, lorsqu'on est dans des situations comme ça, au bout d'un certain temps, il y en a un certain nombre qui disent stop. C'est ce qui s'est passé. Je veux dire que le stop a été extrêmement violent, puisqu'on a connu en Nouvelle-Calédonie ce qu'on a appelé les événements, au total 70 morts pendant 10 ans. Et ces événements sont terminés par le paroxysme d'Ouvéa. Donc chacun se souvient, avec 25 morts, dont 19 militants indépendantistes et 6 militaires. Donc il fallait qu'on sorte de cette nasse dans laquelle nous étions entrés collectivement pour essayer de trouver les voies de développement d'un pays qui permettent de respecter les uns et les autres dans ce qu'ils ont. Il y a effectivement un peuple autochtone qui est le peuple kanak, qui bien sûr était là depuis 3000 ans en Nouvelle-Calédonie, qui doit être respecté pour ce qu'il est, pour sa civilisation. Et puis il y a d'autres peuples qui sont venus, qui ont mis en valeur le pays dans le cadre de la colonisation libre ou de la colonisation pédale. Et donc il fallait trouver un point d'équilibre entre la reconnaissance de ces deux légitimités et que ces deux légitimités, au lieu de s'opposer, comme ça a été le cas pendant un siècle et demi, elles acceptent de conjuguer leur légitimité justement pour cheminer ensemble et construire ensemble le pays de demain. Alors ça ne veut pas dire qu'on construit ensemble et qu'on est d'accord sur la sortie, puisqu'il y en a qui souhaitent continuer à s'épanouir au sein de la République, dans une très large autonomie, on se gouverne nous-mêmes, et il y en a qui souhaitent sortir de la République. Mais sortir de la République aujourd'hui pour la Nouvelle-Calédonie, ce serait une funeste erreur. Aujourd'hui, elle est autonome, la Nouvelle-Calédonie. Elle ne peut pas se passer, pour vous, de la République française ? Elle ne peut pas se passer de la République française pour plusieurs raisons. D'abord, parce que l'ensemble des transferts financiers de l'État conditionne l'exercice d'un certain nombre de compétences, parmi lesquelles l'éducation nationale, les compétences régaliennes, l'armée, la police, la gendarmerie, la justice, l'administration pénitentiaire, les affaires étrangères et quelques autres.
elle ne peut pas se passer de la République française, parce que vous savez, aujourd'hui, pour un petit pays comme le nôtre, de 270 000 habitants, perdu dans le Pacifique, être lié à un grand pays comme la France et un grand continent comme l'Europe, c'est plutôt une chance dans le monde d'aujourd'hui. Si ça n'était pas le cas, qu'est-ce qu'on ferait? On ferait comme tous les petits États de la région, c'est-à-dire on irait tendre la sébille sur la scène internationale pour qu'on mette quelques pièces dedans. Donc non, c'est au contraire un atout extraordinaire qu'au XXIe siècle, nous soyons toujours dans le giron français. Et j'espère que, au-delà du référendum, celles et ceux qui vont le perdre, les indépendantistes, d'une part, en accepteront le résultat, bien sûr, mais surtout qu'ils ne seront pas humiliés. On a le droit de défendre des convictions, ça de la République. Est-ce que ça peut raviver les tensions qu'on a connues entre Canaques et loyalistes au moment de la grotte d'Ouvéa en 88 ? Il est clair que, vous savez, quand vous allez vers une échéance où vous êtes réduit à ce qui vous oppose, l'indépendance, alors qu'il y a un milliard de choses qui nous rassemblent, puisque ça fait 165 années qu'on fait chemin ensemble, et que même si notre histoire a été tumultueuse, c'est une histoire commune, c'est une histoire partagée. Nous avons des valeurs communes, des valeurs partagées, des valeurs calédoniennes. Mais on va vers quelque chose où on doit dire juste oui ou non à ce qui nous sépare. Donc un peu mécaniquement, je dirais, c'est créateur de tensions ethniques, de tensions sociales et de tensions politiques. C'est pour ça qu'il faut faire attention à quelque chose d'essentiel, et je tiens à insister là-dessus. Il ne faut pas que ceux qui vont perdre ce référendum se sentent humiliés. Si jamais on a l'humiliation à la sortie du référendum, à partir de ce moment-là, ça peut créer de graves désordres. Il faut qu'ils soient respectés dans leurs convictions, indépendamment du résultat du référendum. Alors le projet de loi sur l'organisation de l'accession à la souveraineté de la Nouvelle-Calédonie a commencé à être examiné hier dans l'hémicycle. Il définit le corps électoral pour rendre le scrutin incontestable. Mais les débats ont aussi porté sur la position du gouvernement alors que le chef de l'État ne souhaite pas prendre position. Loris Boischaud. Le groupe UDI votera ce projet de loi. Nous voterons pour. Il n'y a pas place pour exprimer la moindre réserve par rapport à ce texte. D'une seule voix, tous les groupes politiques ont soutenu hier le projet de loi organique sur le référendum d'autodétermination en Nouvelle-Calédonie. Même consensus qu'au Sénat, où il a été adopté le 20 février à la quasi-unanimité. Mesure phare du texte, l'inscription sur la liste électorale du référendum de près de 11 000 habitants nés en Nouvelle-Calédonie et non inscrits. Mais aussi un encadrement des procurations et une égalité des temps de parole dans les médias entre indépendantistes et non-indépendantistes. Objectif pour Manuel Valls, président de la mission d'information sur le sujet, parvenir à une consultation large et incontestable. Ce texte participe de la volonté forte de tous les partis, partisans de l'indépendance ou tenants du lien avec la France, de faire en sorte que la consultation soit claire, ouverte et sincère à travers une question binaire, vous l'avez rappelé, Monsieur le Premier ministre. Car le gouvernement le sait, la question est sensible. Ça n'est pas sans risque parce que trancher, c'est parfois prendre le risque de diviser. Et diviser en Nouvelle-Calédonie, c'est encore plus qu'ailleurs dangereux. Mais un sujet fait débat entre les députés. Le président de la République et le Premier ministre doivent-ils prendre position dans le référendum ? En clair, doivent-ils appeler à voter contre l'indépendance? Non, répondent les députés de la France insoumise. Nous resterons vigilants. Je voudrais également insister sur ce point, à ce que l'État n'outrepasse pas son rôle d'organisateur de la consultation. Mais pour le Front National, les Républicains et les socialistes, il faut une position officielle du gouvernement. Il peut exprimer, comme nous le souhaitons, que l'histoire de la France et de la Nouvelle-Calédonie soit dans le futur une histoire commune. Ce que nous souhaitons, c'est qu'il y ait une expression publique du gouvernement qui permette de mesurer les enjeux. L'État incarné par le Premier ministre, par le Président de la République, doit pouvoir et doit s'exprimer. Le vote solennel des députés sur le texte est prévu mardi prochain. Est-ce que l'organisation est optimale selon vous, Philippe Gomez? Écoutez, on a pas mal travaillé, ça n'a pas été un chemin de rose, plutôt de ronces, mais on est arrivé à un résultat qui est le suivant, c'est que désormais, on peut considérer que le résultat de ce scrutin sera sincère et incontestable. C'est indispensable pour deux raisons. La première raison, c'est que si jamais une part de la population calédonienne considérait que le scrutin avait été trituré, que quelque part les listes électorales n'étaient pas claires, qu'il y avait des doutes, ça aurait pu bien sûr créer un certain nombre de fragilités et de désordres. Et puis aussi parce qu'on est sous l'œil international, l'œil de l'ONU, qui va venir vérifier la manière dont ce scrutin
est organisé. Et bien sûr, il faut qu'il soit d'une impartialité absolue. Donc aujourd'hui, on y est grâce à ce projet de loi qui a recueilli l'unanimité. C'est désormais quelque chose qui est derrière nous et on peut considérer que le résultat de ce scrutin sera incontestable et sincère. On a vu dans ce reportage des divisions dans l'Assemblée sur le fait que l'exécutif doit se prononcer ou non sur l'indépendance. Quel est votre avis ? Je crois que un seul peuple est souverain sur son destin. Un seul peuple peut choisir s'il décide de rester dans la France ou d'aller vers l'indépendance. C'est le peuple calédonien. C'est donc lui qui va décider. Et vous l'avez dit tout à l'heure, c'est le peuple français, le peuple calédonien. Le peuple calédonien, c'est le peuple français. C'est une partie intégrante du peuple français. Mais par contre, ceux qui votent, par exemple, ce ne sera pas vous. Vous n'allez pas mettre un bulletin oui ou non à l'indépendance. C'est bien les 169 000 électeurs calédoniens qui vont le faire. La question qui se pose, c'est est-ce que l'État doit prendre position en tant que tel par rapport à cette échéance ? Regardons un petit peu l'histoire, jetons un coup d'œil dans le rétroviseur. On s'aperçoit que Michel Rocard, en juin 1988, lorsqu'il est allé en Nouvelle-Calédonie, après les accords de Matignon, à Pointe-d'Imier, sur la côte est du pays, il s'est prononcé officiellement, il a dit « mon souhait personnel, c'est que quand le référendum aura lieu, la Nouvelle-Calédonie reste au sein de la République ». Regardons Jacques Chirac, lorsqu'il est venu en 2003, qu'il a fait un grand discours place des Cocotiers en tant que président de la République, il a exprimé la même volonté. Quant à Nicolas Sarkozy, en 2011, en Nouvelle-Calédonie également, il a marqué sa volonté que la Nouvelle-Calédonie reste au sein de la République. Emmanuel Macron devrait se prononcer sur un souhait personnel ? Je dis simplement que des présidents de la République, avant Emmanuel Macron, et des premiers ministres de droite et de gauche, ont exprimé cette volonté-là. Je crois qu'à l'occasion de sa venue en Nouvelle-Calédonie, Emmanuel Macron, chef de l'État, président de la République française, ne peut pas ne pas exprimer avec ses mots la manière dont il voit le futur de la France et de la Nouvelle-Calédonie. Quelle question faudrait-il soumettre au référendum selon vous ? Elle n'est pas arrêtée encore. Alors elle n'est pas arrêtée en ce qui concerne son libellé. Soyons clairs, le sens de la question est arrêté. C'est une consultation d'accession à la pleine souveraineté. Donc si on vote oui, on sort de la République. Si on vote non, on y reste. Mais par contre, c'est le libellé de la question. Il y en a qui sont partisans d'un oui-oui. Oui-oui, c'est oui, je veux rester au sein de la République ou oui, je veux l'indépendance. En réalité, il faut qu'on reste proche, à mon sens, des termes de l'accord de Nouméa. L'accord de Nouméa, il parle d'accession à la pleine souveraineté. Donc, il faut, à mon sens, un libellé clair sur chaque bulletin. Oui, je veux que la Nouvelle-Calédonie accède à la pleine souveraineté. Ou non, je ne veux pas que la Nouvelle-Calédonie accède à la pleine souveraineté. Et si on regarde un petit peu ce qui s'est passé sur le territoire de la République lors des derniers référendums qui ont eu lieu pendant la 5e, les Afar et Issas, les Comores ou l'Algérie, ça a toujours été un oui-non. Donc je crois que c'est la procédure et le libellé qu'on doit retenir dans le cadre du référendum calédonien. Vous restez avec nous, Philippe Gomez. On va poursuivre l'actualité avec la dernière ligne droite pour les négociations sur la réforme constitutionnelle. Le Premier ministre achève ses discussions aujourd'hui en recevant les présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat avant la présentation de plusieurs projets de loi début mai en Conseil des ministres. Hier, l'hémicycle s'est enflammé à la proposition du leader communiste André Chassaigne de défendre l'idée d'un référendum. Stéphane Amalian. Lors des questions au gouvernement hier, le chef de file communiste André Chassaigne est en colère. Il interpelle le Premier ministre sur le projet de réforme institutionnelle voulu par le gouvernement, notamment sur la limitation du droit d'amendement. L'enjeu démocratique exige la tenue d'un référendum et il ne peut s'agir, monsieur le Premier ministre, d'une option politique soumise à marchandage. C'est une obligation démocratique, c'est au peuple de choisir. Choisir s'il souhaite donner les pleins pouvoirs à un hyper-président pour amplifier la casse sociale. Une intervention applaudie jusque dans les rangs de la droite. Dans sa réponse, Édouard Philippe ne dit rien sur le référendum. Alors que cette option est brandie comme une menace par l'exécutif, l'opposition semble s'en saisir aujourd'hui. Moi je dis sur le référendum, sur la réforme constitutionnelle, je dis à M. Macron, chiche, allez-y, puisque vous voulez menacer le Parlement en lui refusant le droit au débat pour améliorer ce texte, allons au peuple ensemble. En réalité, seul le référendum devrait être utilisé en matière de révision constitutionnelle. Car la Constitution, c'est la loi que le peuple se choisit et par conséquent la loi commune que le peuple se choisit. Et par conséquent, lorsqu'on change la Constitution, on ne peut le faire en réalité qu'en demandant son avis au peuple. L'opposition rêve sans doute que les Français infligeront à Emmanuel Macron une défaite politique. Ou peut-être espère-t-elle amener le gouvernement à négocier avec les parlementaires?
Oui, madame. Philippe Gomez, est-ce que vous pensez qu'il faut aller au référendum et ne pas faire de débat parlementaire sur cette réforme constitutionnelle? Je crois que lorsqu'on modifie de manière substantielle la Constitution de la République française, c'est-à-dire les règles qui régissent les pouvoirs publics et la représentation du peuple, on doit demander au peuple ce qu'il en pense. Ça me paraît la moindre des choses. Donc oui, le référendum, la sollicitation du peuple, l'exercice de la souveraineté du peuple me paraît en pareille circonstance une impérative nécessité. On poursuit avec Laurent Wauquiez qui se rend aujourd'hui dans le Loiret. Il va soutenir dans la 4e circonscription le candidat des Républicains à la législative partielle dont le premier tour a lieu dimanche. Jean-Pierre Door tentera de conserver son siège face à la candidate de la République En Marche qu'il avait battue en juin. Mais l'usine Harley n'est pas forcément portée par le contexte politique. Reportage Stéphanie Despierres, Aurélie Darblade. 18 et 25 mars, on revote. En plein débat sur le pouvoir d'achat, la candidate de la République En Marche repart en campagne. Un retraité qui vote pour moi. Une petite satisfaction, car dans cette circonscription rurale, l'usine Harley prend la grogne des retraités en pleine figure. Pour la candidate de la majorité, le scrutin s'annonce compliqué. Forcément, c'est plus compliqué. Et on le savait, mais je pense que le jeu en vaut la chandelle. Je pense qu'aujourd'hui, il faut se battre pour cette nouvelle manière de faire de la politique. On a un vent d'espoir qui souffle sur notre territoire. J'ai failli passer à 7 voix près en juin. Si je passe aujourd'hui, on va vraiment pouvoir ouvrir les portes du renouveau, de l'enthousiasme, de la possibilité de développer des projets qui aujourd'hui sont au point mort. Son adversaire, c'est le républicain Jean-Pierre Door qui a quitté son siège de député après 5 mois et demi de mandat. Furieux de l'annulation de son élection, il est prêt pour le match retour. J'ai décidé de repartir parce que j'ai pensé que j'avais l'énergie, j'avais l'envie et l'âge, je m'en fous. Député depuis 2002, maire de Montargis, Jean-Pierre Door mise sur son implantation locale et sur l'affaiblissement de la vague Macron du printemps. Je pense qu'elle commence à reculer du fait de problèmes qui sont un peu qui ont été du vent. La CSG, le 80 à l'heure, le diesel. Dans ce duel entre les Républicains et la République En Marche, le Front National devrait faire l'arbitre. En juin, le parti avait obtenu 20% des voix. Mais pour le candidat aujourd'hui, l'enjeu, c'est d'amener les électeurs aux urnes. On se rend compte quand même sur les marchés que les gens soit ne savent pas qu'il y a une élection qui va se dérouler dans très peu de temps, ou alors un vrai ras-le-bol quand même de la politique. Je pense que Emmanuel Macron là a donné un dernier coup sur la tête des électeurs. Je pense notamment aux retraités. En juin, le taux d'abstention avait atteint des sommets, 56% au second tour. Cette fois, les électeurs ont le choix entre 12 candidats. Et il est l'heure de la revue de presse. À la une des quotidiens, Angela Merkel et Donald Trump. Ahmed Tazir nous a rejoint sur ce plateau. Bonjour Ahmed. Bonjour Brigitte. Alors beaucoup d'international dans la presse ce matin. On parle de Donald Trump et puis surtout d'Angela Merkel. Oui, Angela Merkel qui repart pour un 4e mandat. Aujourd'hui, Merkel 4, un nouveau mandat semé d'embûches, titre Le Figaro, la chancelière allemande. Angela Merkel va enfin être reconduite aujourd'hui dans ses fonctions. Un 4e mandat qu'elle attaque affaibli et avec 6 mois de retard face aux défis populistes et aux défis de la réforme de l'Union européenne. Merkel 4, un gouvernement sous pression, poursuit votre journal. Les députés élus le 24 septembre doivent l'élire chancelière en début de matinée, puis elle prêtera serment avant un premier conseil des ministres de ce gouvernement, rajeuni et quasiment paritaire, tout ça vers 17h. Au même moment, Trump veut une diplomatie de choc, titre Les Échos. Mike Pompeo, le chef de la CIA, a été désigné nouveau chef de la diplomatie aux États-Unis en remplacement de Rex Tillerson, qui a appris son limogeage par un tweet. C'est le signal d'un durcissement de la Maison-Blanche en matière internationale, écrit Les Échos. Mike Pompeo, chef de la diplomatie, pas si diplomate que ça, raconte Libération. Le républicain ultra-conservateur s'est fait connaître pour des propos islamophobes et des positions controversées. Sa véritable bête noire est l'Iran, un farouche opposant à l'accord sur le nucléaire iranien signé en 2015 par l'administration Obama. Il a qualifié la République islamique de plus gros sponsor du terrorisme au monde. Voilà pour la diplomatie. Trump limoge Tillerson par un tweet, poursuit les dernières nouvelles d'Alsace. Trump et Tillerson n'étaient d'accord sur rien, ni sur la Corée du Nord, ni sur l'Iran, et pas davantage sur la Russie, ce qui
évidemment un problème majeur à ce niveau de responsabilité. Avec son successeur, ce sera plus cohérent, mais plus frontal. Nicolas Sarkozy reçoit Laurent Wauquiez, rend visite à Gérald Darmanin demain. Alors un grand écart qui démontre sa volonté d'être toujours au cœur de la vie politique, au cas où. Oui, ce décryptage à lire dans Sud-Ouest aujourd'hui, Nicolas Sarkozy, le parrain, se tient prêt et ne lâche rien. En réalité, l'ex-président guette le moment où ça va basculer pour Macron, sans que l'on sache vraiment s'il l'attend pour lui-même ou s'il le redoute pour le pays. Le risque, expliquait Sarkozy aux jeunes élus LR, c'est que Macron préfère aller vite qu'aller loin. L'entente cordiale, selon Sarkozy, il a des contacts réguliers avec Emmanuel Macron, poursuit le Parisien. Mais pour beaucoup, Nicolas Sarkozy n'a pas renoncé à jouer un nouveau rôle. De toute évidence, sa vie de conférencier et d'administrateur du groupe Accor ne le satisfait pas. Une de ses amies raconte à chaque fois que je le vois, il me fait de la peine, il me vante sa nouvelle vie, mais j'y crois pas. Voilà, si Macron échoue, dit-il aux uns, et si la droite tire sur les pattes, dit-il aux autres, je reviendrai. À bon entendeur. Vous croyez qu'il peut revenir, Nicolas Sarkozy, Philippe Gomez? Je crois qu'il a la politique chevillée au corps de longue date et que ça le démange. Mais après, il faut le contexte, les circonstances qui permettent à un désir de se réaliser. C'est pas toujours facile. Alors, Jean-Marie Le Pen, maintenant, qui possède dans son bureau de sa maison de Rueil-Malmaison 2 statuettes nazies, comme l'a constaté le Canard enchaîné, après la diffusion d'un reportage du Quotidien sur TMC. Oui, à Montre-tout, papy fait de la résistance. Jean-Marie Le Pen est-il un adepte de l'art nazi, comme l'a repéré le Canard enchaîné, le cofondateur du Front National possède la copie de 2 statuettes signées Arnaud Brecker, qui n'est autre que le sculpteur d'Adolf Hitler. Alors, zoom sur ces statuettes. Les 2 statuettes sont posées sur la cheminée de bureau de Jean-Marie Le Pen, dans sa maison de Rueil-Malmaison. Les téléspectateurs de l'émission Quotidien ont pu les admirer furtivement. Ces 2 œuvres miniaturisées ont été présentées à tort comme des statues grecques par Yann Barthès sur TMC. Les 2 statuettes de jeunes hommes, dont l'un brandit une torche et l'autre tend un glaive, ont été reconnus par François Jonquet, un critique d'art installé à Berlin. Il n'a pas mis longtemps à faire tilt devant ces 2 œuvres et a reconnu la patte d'Arnaud Brecker. Le sculpteur attitré du régime nazi a réalisé les statues d'origine en 1938 après une commande d'Albert Speer, l'architecte d'Adolf Hitler. Voilà, ces 2 œuvres sont des miniatures. Les originaux, les voici. Voilà, elles mesuraient 3,50 m de haut et trônaient dans la cour d'honneur de la nouvelle chancellerie du Troisième Reich à Berlin en septembre 1940, détruite par l'armée rouge en 1945. Voilà tout de même quel beau symbole, la dédiabolisation de l'extrême droite française se niche dans les détails. On termine par le dessin du jour. Oui, l'affaire de l'ex-espion russe empoisonné, mais somme Poutine de s'expliquer. Et Vladimir, derrière lui les flacons de poison, en veux-tu, en voilà, d'assurer à la première ministre britannique, franchement Teresa, tu me vois faire une chose pareille ? Franchement, Teresa, tu me vois faire une chose pareille? Avec l'accent, c'est mieux, Ahmed. Merci à vous. On vous retrouve demain pour la revue de presse. Merci Philippe Gomez de nous avoir accompagnés ce matin. Député UDI, Agir indépendant de la Nouvelle-Calédonie. Vous êtes le chef de file de la principale formation non indépendantiste.